Un continent à l'autre bout de la planète. Grands espaces, paysages de matin du monde, la nature est ici d'une splendeur prodigieuse. Nous embarquons pour un voyage inédit en Nouvelle-Zélande, sur l'eau, sur terre et dans les airs. En quête des origines de la vie. La Nouvelle-Zélande est posée au milieu du Pacifique Sud, à plus de 2000 km au sud-est de l'Australie et environ 4000 km au nord du pôle Sud. Notre voyage commence dans le parc national de Fiordland. Il se poursuit en direction des Alpes néo-zélandaises, puis sur la côte ouest, très sauvage, jusqu'au dédale du bras de mer des Marlborough Sounds, où un ferry relie l'île du Nord et l'île du Sud. Passé Wellington, la capitale, les volcans de l'île du Nord crachent leur fumée vers le ciel. Ceux du parc national de Tongariro, dans le centre de l'île, bouillonnent intérieurement. Toute la zone volcanique de Taupo s'étend jusqu'à Auckland, la métropole construite sur des volcans. L'itinéraire longe des îles éparses jusqu'à la pointe nord du pays. La côte ouest du sud de la Nouvelle-Zélande est la porte d'entrée du plus grand parc national du pays. Le Fiordland est un joyau, une contrée sauvage et singulière, enfantée par une nature presque vierge. Une antique forêt primaire recouvre les flancs des montagnes comme un tapis de mousse veloutée. Par endroits, la roche a 300 millions d'années. Il y a environ 2 millions d'années, des glaciers ont migré jusqu'à la mer et creusé de profonds sillons qui se sont remplis d'eau. Ils ont donné naissance à 14 fjords, comme le Milford Sound, un bras de mer de presque 400 mètres de profondeur et quasiment inexploré. Ces eaux regorgent de vie. Plus de 60 espèces de coraux noirs offrent gîte et couvert à un monde aquatique luxuriant. L'obscurité des profondeurs pousse les animaux marins vers la surface. L'un d'entre eux est particulièrement agressif.
Le requin plané peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. C'est un prédateur rusé et efficace qui chasse en embuscade. Il se déplace sans bruit et quand sa proie l'entend, il est déjà trop tard. La proximité de la mer rend le temps capricieux. C'est une des régions les plus pluvieuses de la planète. Après chaque averse, des cascades jaillissent de toutes parts et se tarissent peu après. Les villages qui s'égrènent le long de la côte du Fiordland forment une des régions les plus isolées du monde, avec à peine une dizaine d'habitants pour quelques 10 000 km². Il n'en a pas toujours été ainsi. Les premiers Européens arrivent en 1800. Des chasseurs de phoques appâtés par les grandes colonies, avides de répondre à la demande croissante de fourrure et de graisse. Ce commerce lucratif s'éteindra de lui-même au bout de seulement quelques années, après l'extermination de quelques 2 millions de phoques. Aujourd'hui, c'est une espèce protégée. Vivre avec la nature fait partie de la mentalité des Néo-Zélandais. Leur désir de la protéger va au-delà d'une simple volonté de réparation. Récemment, le pays a défini ses 5 principaux objectifs. L'un d'eux est la neutralité carbone. Dans les Murchison Mountains, plus à l'est, le ministère de la Conservation, qui s'occupe de la conservation du patrimoine naturel et historique du pays, a créé un programme d'élevage pour la sauvegarde d'un oiseau incapable de voler, le plus grand râle du monde. Le takahe a été considéré comme éteint à 2 reprises. Au milieu du XIXe siècle, des marins découvrent un spécimen et le mangent en toute innocence. Il faudra attendre 100 ans pour que des empreintes de takahe soient de nouveau observées et conduisent jusqu'à un couple en vie. Aujourd'hui, ils sont 300 individus, littéralement couvés par l'État. De vastes pans du Fiordland ne sont accessibles que par hélicoptère. Les Darran Mountains sont une des 3 grandes chaînes de montagnes coiffées de neige toute l'année. Les flancs de granit noir ne portent ni arbres ni végétation, rien que le poids de l'eau gelée. Les courbes et les crevasses ont sculpté un paysage exigeant pour les alpinistes.
Leur destination, le mont Toutoko. Avec plus de 2700 mètres, il est le plus haut sommet du Fiordland, où l'ivresse de l'air et de la lumière est décuplée. Malgré le risque d'avalanche, des alpinistes aguerris sont prêts à tout pour le gravir. Une fois arrivés au sommet, ils seront récompensés par le fameux sentiment d'apesanteur. Plus à l'est, des glaciers ont modelé au cœur de la montagne le lac Wakatipu, 80 km environ, le plus long de Nouvelle-Zélande, sur lequel un bateau à vapeur centenaire transporte les habitants d'un village à l'autre. Queenstown, 10 000 habitants environ, est la seule ville sur les rives du lac. Elle a connu la prospérité au milieu du 19e siècle grâce à une ruée vers l'or. Des prospecteurs européens ayant trouvé le filon ont transformé Queenstown en capitale de l'or. Aujourd'hui, la ville attire les aventuriers. Elle est le point de chute des sportifs de l'extrême, venus du monde entier, assouvir leur soif de vertige et de liberté sur les cimes, les lacs, les falaises escarpées ou les eaux tumultueuses. Plus loin à l'est, la péninsule de l'Otago déploie ses collines verdoyantes. C'est un ancien volcan, vieux de 10 millions d'années. Chevauchant les vagues près des côtes de la péninsule, les surfeurs goûtent la magie de la solitude et l'osmose avec les forces de la nature. Ici réside l'unique colonie terrestre d'albatros du monde. Ces grands oiseaux marins de 3 mètres d'envergure enchaînent les longs vols planés et des pointes à 100 km/h. Outre l'albatros royal, au plumage immaculé, une autre espèce très rare vit en Nouvelle-Zélande.
Pour la voir, direction le Pacifique Sud et les îles Chatham. Pyramid Rock abrite une colonie d'albatros des Chatham. Contrairement à son cousin royal, il arbore une tête gris foncé. Les albatros passent la majeure partie de leur existence en haute mer. En période de reproduction, ils se rapprochent des côtes pour retrouver leur partenaire de l'année précédente. Les deux adultes élèvent ensemble les petits durant plusieurs semaines. Les albatros sont monogames. Les couples restent unis pour la vie. Une nouvelle parade nuptiale n'a lieu que si le nid reste vide, signe que l'un des deux est mort. La principale ville d'Otago est Dunedin, sur la côte est de l'île du Sud. Jadis un des bourgs les plus prospères de Nouvelle-Zélande et véritable mine d'or. En 1861, le port naturel ouvre les vannes de l'enrichissement rapide. À l'intérieur des terres, des colons découvrent des veines de quartz aurifères mises au jour par les glaciers. Le précieux métal est charrié par les rivières jusque vers les mines d'or d'Otago. Au plus fort de la ruée vers l'or, jusqu'à 1 millier d'orpailleurs travaillent ici chaque jour. Des Australiens, des Européens, des Chinois équipés de pelles, de tamis et de couteaux pour laver l'or et se défendre. D'un site à l'autre, les prospecteurs dépouillent la région de ses couleurs et pillent les trésors de son sous-sol. Un pan poussiéreux de l'histoire dont la nature ne s'est toujours pas remise. La végétation refait son apparition sur les bords du fleuve Haast. Épousant son cours, le col de Haast est une route touristique et commerciale qui relie la côte est et la côte ouest, qu'empruntaient déjà les chercheurs d'or. La région, façonnée par les glaciers, est le Far West de la Nouvelle-Zélande. De l'ardoise à perte de vue, des sédiments remontés à la surface il y a des millions d'années, sous l'effet d'une pression colossale et de fortes températures. Dans la vallée, le fleuve s'épanche tel une encre noire sur un lit de gravier. Il charrie des cailloux venant des montagnes jusqu'à la côte avant de se jeter dans la mer. Plus la côte ouest approche,
plus la nature reprend de sa vigueur. Comme si le fleuve purgeait l'histoire des scories de l'exploitation humaine. Le fleuve se jette dans la mer de Tasman qui apporte les temps orageux et les gros nuages de pluie. La plus grande partie de la West Coast, faiblement peuplée, occupe une étroite bande de terre entre la mer de Tasman à l'ouest et les Alpes néo-zélandaises à l'est. La zone côtière, géographiquement isolée, est peuplée d'à peine 30 000 habitants. Elle se prolonge au nord par des falaises de calcaire. Ce sont les gorges du parc national de Paparoa, noyées sous une jungle toujours verte. Une forêt pluviale où palmiers, feuillus et lianes poussent sous un climat subtropical. Elle recouvre les différentes strates rocheuses empilées comme des crêpes, d'où leur appellation de Pancake Rocks. Des couches de calcaire dur et de grès tendre se sont accumulées au cours de millions d'années. Le vent et la pluie ont érodé le grès et creusé des grottes naturelles. Le réseau souterrain a été peu exploré. Il y a plusieurs années, les scientifiques du ministère de la Conservation ont commencé à chercher des traces de vie dans cet univers sans lumière. Les parois révèlent un étrange spectacle. La lumière fluorescente, d'origine naturelle, est produite par des espèces primitives apparues essentiellement en Nouvelle-Zélande et en Australie. La lumière bleutée est émise par la larve luminescente d'un diptère, Arachnocampa luminosa. Des dizaines de fins filaments gluants sont suspendus à une larve. C'est une réaction chimique au niveau de son segment anal qui produit la bioluminescence. Plus elle a faim, plus la lumière brille. Un ciel étoilé mortel pour les papillons de nuit ou les moustiques attirés par la lumière.
Environ 90% du parc national de Paparoa n'a encore jamais été foulé. C'est une terra incognita. Plus au sud, se trouve le glacier Fox. Malgré une solide couche de glace de 300 mètres d'épaisseur, le glacier bouge. Faisant fi des obstacles, il glisse sur la roche et avale les terres. Entraîné par la gravité, le glacier peut parcourir 4 ou 5 mètres par jour. Il s'enfonce de plus en plus dans la vallée, où ses eaux de fonte forment des lacs. Pour les guides de montagne, c'est un défi permanent. Ils progressent péniblement, évitant soigneusement les crevasses qui pourraient les engloutir. Le front du glacier Fox ne cesse de reculer. Sous l'effet de la hausse des températures, les masses de glace en altitude s'amenuisent. Non loin de là, une chaîne de hautes montagnes se plisse vers le ciel. Les Alpes néo-zélandaises s'étirent sur presque toute la longueur de l'île du Sud, formant entre les côtes Est et Ouest un mur naturel né de la subduction de 2 plaques tectoniques. Campées face au vent d'ouest, les Alpes néo-zélandaises sont le tremplin idéal pour les planeurs. Ici, la plaque pacifique passe sous la plaque australienne. Des tremblements de terre récurrents au cours des dernières 5 millions d'années ont soulevé le plateau continental qui forme l'actuel parc national du mont Cook. Sous l'intensité des mouvements tectoniques, cette montagne ne cesse de grandir. S'il n'y avait ni pluie ni neige, les sommets culmineraient à plusieurs kilomètres. Les 72 glaciers sont emblématiques du parc. Ils se développent à une altitude où il tombe plus de neige qu'ils n'en font. Avec ses 27 km de long, le glacier de Tasman est le plus grand de tous. Il est blotti contre le flanc est du mont Cook, le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande, qui culmine à 3724 mètres. Une montagne qui défie les grimpeurs.
Il a été considéré comme inaccessible jusqu'à la fin du 19e siècle, quand 3 alpinistes néo-zélandais atteignent son sommet pour la première fois. Depuis, des aventuriers du monde entier marchent sur leurs traces. Les randonneurs sont partis à l'aube et mettront environ 16 heures à rejoindre la crête. Au pied du plateau, le glacier de Tasman se jette dans la rivière du même nom qui débouche sur le lac Pukaki. Ici, l'homme a rectifié les cours d'eau et créé une série de barrages pour produire de l'énergie. Le gouvernement a très vite reconnu l'immense potentiel hydroélectrique du site. Des canaux artificiels acheminent l'eau vers la mer, elle passe dans des turbines et produit de l'électricité. Les premiers travaux de ce grand projet ont débuté dès 1938 dans la vallée de Waitaki. Environ 80% des besoins énergétiques de la Nouvelle-Zélande proviennent de sources renouvelables. L'hydroélectricité couvre la moitié de la consommation. Sur certains canaux, le flux constant d'eau fraîche est utilisé pour les fermes d'élevage de saumon. Les poissons nagent dans des eaux cristallines. La Nouvelle-Zélande est à la fois un pays pionnier en matière d'innovation durable et une terre de paradoxes. Plus à l'est, le modèle productiviste de l'agriculture est gravé dans le paysage. Les forêts ont été déboisées pour l'industrie agroalimentaire, le principal pilier économique du pays avec le tourisme. Dans les années 80, les subventions aux agriculteurs ont été supprimées, instaurant un climat concurrentiel et de privatisation. L'élevage intensif est une résultante de ce choix économique. Moutons, vaches, volailles et les produits qui en sont issus, laine, viande et lait, sont les principaux biens d'exportation de la Nouvelle-Zélande. Les monocultures s'étendent en rangs serrés le long du littoral est. Fruits et légumes poussent toute l'année grâce à la douceur du climat. Ce pays d'à peine 5 millions d'habitants exporte plus de 80% de sa production agricole. Des pommes, des kiwis, des baies, certes sans OGM, mais produits à bas prix.
l'agriculture accapare toutes les terres jusqu'au lac Tikapo et ses eaux turquoises dans le centre de la Nouvelle-Zélande. Le gouvernement envisage une restructuration complète et plus écologique du secteur agricole. Son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions est indispensable pour atteindre l'objectif de neutralité carbone dans les prochaines décennies. En été, le meilleur moyen pour se replonger en pleine nature est d'emprunter le Coastal Pacific. La ligne ferroviaire longe la côte est jusqu'au nord. Mise en service dans l'après-guerre, elle traverse la région montagneuse de la péninsule de Kekura. Les eaux, très poissonneuses de la péninsule, sont à l'origine de la sédentarisation des Maoris, qui l'ont occupée pendant des siècles. Les courants marins, riches en nutriments, représentent une manne alimentaire pour les humains, comme pour les animaux. Le plus grand carnassier du monde fait escale ici pour reprendre des forces. Le grand cachalot peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long. Il a la taille de 4 éléphants et se nourrit de calamars géants à grande profondeur. Au nord de l'île du Sud, le Transalpine circule tous les jours. Il relie la côte est à la côte ouest, franchissant fleuves et rivières, montagnes et forêts pluviales. Le train traverse 16 tunnels et 4 viaducs et offre un voyage de presque 200 km au cœur de la nature néo-zélandaise. Au bout de 4 heures, l'air se raréfie. Le col de l'Arthur Pass donne un avant-goût du point culminant du voyage. Les Alpes néo-zélandaises. Les premiers colons européens y ont lâché des tares, des chèvres sauvages pour les chasser. Depuis, elles ont colonisé toute la chaîne montagneuse. La chasse est une tradition ancestrale encore très répandue.
glaciers et eaux de fonte ont creusé des cuvettes et des rigoles qui ont modelé les lacs. Le plus septentrional de ces lacs de montagne, le lac Rotoiti, abrite un géant dans ses abysses. L'anguille de Nouvelle-Zélande mesure environ 2 mètres de long. C'est la plus grosse anguille d'eau douce du monde. Elle a longtemps constitué la principale source de protéines des aborigènes. À la tombée du jour, tels les cheveux de méduse, les anguilles sortent en grappe de leur cachette pour aller chasser. L'anguille de Nouvelle-Zélande hume ses proies grâce à son odorat très sensible. Elle est parfois surnommée le limier d'eau douce. Son existence tout entière est vouée à un seul objectif: accomplir le long voyage jusque dans l'océan tropical qui l'a vu naître pour se reproduire. Rien ne l'arrête, pas même les courtes distances à franchir sur la terre ferme. Elle aura presque 100 ans lorsqu'elle rejoindra son lieu de naissance, à des milliers de kilomètres. Après avoir procréé une seule et unique fois, elle mourra. À la pointe nord de l'île du Sud, à Farewell Spit, le vent chasse les vagues le long d'une bande de terre d'environ 25 kilomètres. Le courant a transporté du sable et des sédiments des Alpes vers le nord, élargissant sans cesse la langue de terre. Lorsque la mer se retire à marée basse, les vasières attirent des nuées de fous australes. Ils nichent sur les plages. Les jeunes quitteront leur crique natale à la fin de l'été, direction la côte est de l'Australie. Quelques années plus tard, certains d'entre eux reviendront nicher à leur tour. Sur la côte nord de l'île du Sud, la nature a repris ses droits. Une grande partie du parc national Abel Tasman n'est accessible que par la mer. L'eau a effacé toute trace de l'occupation humaine et des guerres qui ont sévi entre les Maoris et les forces coloniales britanniques. Le parc est devenu une réserve marine. Plus à l'est, s'élancent les collines émeraudes des Marlborough Sounds. Les terres ont été noyées par la montée des eaux. Un entrelac de bras de mer a submergé les anciennes vallées. Seules les cimes émergent de la surface.
Le matin, la brume de la forêt s'insinue entre les calanques. Le littoral découpé s'étire jusqu'au détroit de Cook, un des plus dangereux du monde. À Picton, des ferries assurent la traversée de tous les dangers. Ils relient l'île du Nord à l'île du Sud et sont, avec les avions, les uniques moyens de transport. La nature sauvage de l'île du Sud cède la place au dynamisme de l'île du Nord, plus peuplée, et siège des instances gouvernementales dans la capitale, Wellington. 5 ferries se relaient 24 heures sur 24 pour parcourir les 92 km qui séparent Picton de Wellington. Le bateau s'engage dans le détroit, où la mer déjà forte est battue par les vents d'ouest. Le ferry livre un combat contre la météo pour arriver à bon port. La capitale de plus de 200 000 habitants est levée au creux d'une baie, mais n'est pas abritée du vent, d'où son surnom de Wellington la venteuse. Les gratte-ciel aux façades en verre forment le centre politique, la ruche étant le Parlement. Mais les forces de la nature sont à l'œuvre jusque dans les zones urbaines. Et les hommes sont contraints de subir leurs lois. À la fin du 19e siècle, le séisme le plus puissant jamais enregistré en Nouvelle-Zélande soulève la capitale de plus de 6 mètres. Depuis, le port est ceinturé d'une terrasse naturelle. Les normes parasismiques sont régulièrement réévaluées. Pour la construction, on utilise plus de bois et moins de béton. On investit dans la recherche, on aménage des itinéraires de déviation et d'évacuation. Ici, la State Highway 1 étire son ruban d'asphalte de Wellington jusqu'à la pointe nord du pays. L'autoroute traverse les 2 îles principales sur toute leur longueur. Voyager d'un bout à l'autre de la Nouvelle-Zélande dure plus d'1 jour et demi. Dans le centre de l'île du Nord, la route croise les grandes plaines du plateau central. Il a été façonné par les plus gros volcans du pays. Le fleuve Whanganui serpente à travers plusieurs zones de végétation, dont la forêt pluviale, avant d'atteindre une vaste plaine peu peuplée de la côte ouest. Le Taranaki, le volcan de la solitude, trône au milieu et disperse ses bienfaits aux zones cultivées à ses pieds.
c'est le territoire de l'animal emblématique de la Nouvelle-Zélande. Le kiwi est un oiseau aux mœurs nocturnes et incapable de voler. Son plumage a la texture de la fourrure. Il est originaire d'Australie, à l'époque où celle-ci était réunie à la Nouvelle-Zélande et faisait partie du supercontinent du Gondwana. Lorsque la Nouvelle-Zélande s'est détachée il y a environ 80 millions d'années, son isolement a protégé le kiwi, qui n'avait pas de prédateur naturel. Jusqu'à ce que les Européens introduisent des rongeurs et autres mammifères qui ont pillé ses œufs et dévoré ses petits, le menant au bord de l'extinction. Sa population s'est lentement rétablie grâce à son statut d'espèce protégée. Mais le kiwi reste une espèce en danger. Le Taranaki entre en éruption environ tous les 300 ans. Les avalanches de débris s'écoulent jusqu'à la côte, ensevelissant terres et forêts. Il est en sommeil, mais les scientifiques prédisent qu'il se réveillera dans les prochaines décennies. Sur son flanc gauche, il a un concurrent. Culminant à presque 2800 mètres, le Ruapehu est le plus haut volcan de Nouvelle-Zélande. L'ampleur de sa puissance se manifeste dans les environs immédiats. Il faut presque une demi-journée pour atteindre la rive du cratère. Le Ruapehu est flanqué de deux autres volcans. Le Tongariro semble éclairé de l'intérieur. Les eaux vert émeraude du lac sont riches en minéraux. Le Ngaruo est situé entre les deux. Son cône volcanique représente lui aussi une menace permanente. Pourtant, les volcans attirent une foule d'admirateurs émerveillés par les trois lacs émeraudes inondés de lumière.
À l'est du parc national, le Ranghipo est le territoire de la tribu maori des Ngati Tuwhera-Toa. Le gouvernement colonial leur confisqua leurs terres en 1850. Ils ne les récupérèrent que 150 ans plus tard, au terme d'un long procès. La tribu vit essentiellement de la culture de résineux, plantée sur environ 4000 hectares. Elle est devenue indépendante. Même s'il s'agit de monoculture, la culture forestière s'inscrit dans une démarche durable. Grâce à une qualité de l'eau contrôlée et à une croissance longue, elle pourra faire vivre les prochaines générations. Le Ranghipo fait la jonction avec la zone volcanique du Taupo. Le lac Taupo repose au fond d'une caldeira née de l'éruption Oroanui, la plus violente depuis 26 500 ans. Une petite ville du même nom s'étale sur les rives du cratère. Sa somnolence lui tient lieu de rythme de vie. Dans le sud-ouest, Rotorua est au cœur d'un champ géothermique. À plusieurs endroits, du magma continue de s'écouler dans la croûte terrestre à plusieurs kilomètres de profondeur, réchauffant l'eau de la nappe phréatique. Les aborigènes utilisaient déjà les lacs fumants comme source d'eau chaude. Aujourd'hui encore, la tribu des Ngati Waiao a édifié ses constructions traditionnelles juste à côté. Environ 15% de la population est maori. L'activité volcanique de la région est pleinement intégrée au quotidien. Faire la cuisine en plein air est une tradition. Plus l'eau est située en profondeur, plus elle est chaude. Les aliments sont cuits sur des pierres volcaniques. Le village est encerclé par le plus grand champ de geysers de Nouvelle-Zélande, avec environ 500 sources chaudes et marmites de boue. La plupart des geysers du pays ont disparu, submergés à la suite du détournement de cours d'eau ou de la construction de barrages. Ce patrimoine naturel et culturel mériterait d'être protégé. La zone volcanique du Taupo, née de la tectonique des plaques, s'étend sur plus de 350 km jusqu'au nord-est. La plaque pacifique glisse sous la plaque australienne. Le manteau terrestre fond partiellement au contact de l'eau.
Le volcan Tarawera est le symbole de la région. La profonde fissure en son centre est le stigmate de sa dernière éruption à la fin du XIXe siècle. Les secousses ont ébranlé le sommet. En remontant, la lave a provoqué une violente éruption qui a donné naissance au système géothermal de Wemangu, le plus jeune du monde. Les millions de micro-organismes qui se sont adaptés aux conditions plus qu'hostiles de ce bain de vapeur bouillonnant pourraient être porteurs de solutions pour le climat. Ils se nourrissent des métaux dissous dans les eaux hydrothermales, de produits chimiques toxiques et de gaz, comme le méthane, qui accélèrent le réchauffement climatique. Les bactéries ne peuvent survivre que dans ce milieu extrême. Elles ne se cultivent pas toutes, mais sont de plus en plus au centre de la recherche sur le climat. La centrale géothermique de Waraké pompe l'eau souterraine, laquelle alimente des turbines qui entraînent des générateurs fabriquant de l'électricité. Le site fournit environ 13% de toute l'électricité produite dans le pays pour ses 5 millions d'habitants. Le Tarawera a sorti de sa léthargie la ville voisine de Tipuki. Cet ancien village d'ouvriers des plantations est devenu la capitale mondiale du kiwi. Le fruit est originaire de Chine. Des graines ont été rapportées en Nouvelle-Zélande par une institutrice. Expédié pour la première fois en Angleterre dans les années 50, il est désormais un produit d'exportation incontournable. Il a été baptisé kiwi en référence à l'animal national de la Nouvelle-Zélande. La rivière Waikato s'écoule du lac Taupo et traverse le nord tropical sur plus de 400 km. Sur son parcours, elle produit du courant au fil des barrages. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande couvre la majorité de ses besoins grâce aux énergies renouvelables. Le lac Karapiro est le siège de l'équipe nationale d'aviron, qui possède l'un des plus beaux palmarès du monde. Pour s'entraîner, les équipages font un aller-retour de 15 km sur la rivière. Cap sur le nord-ouest, où vibre Auckland. Avec 1,5 million d'habitants, soit un tiers de la population totale, c'est la plus grande ville du pays. Le port international a créé des emplois dans le commerce et la finance,
faisant d'Auckland le cœur économique de la Nouvelle-Zélande. D'immenses cratères se hérissent en plein centre-ville. La ville est bâtie sur une cinquantaine d'anciens volcans qui peuvent se réveiller à tout moment. Les aborigènes ont colonisé Auckland dès le XIVe siècle, y trouvant de nombreuses ressources alimentaires, sur terre comme dans la mer. La métropole a été édifiée sur une zone d'instabilité géologique. La destruction fait partie du décor urbain. La plage de Takapuna, au nord d'Auckland, était une pinède avant que la lave en fusion du cratère voisin ne calcine tous les arbres, il y a 190 000 ans. What will be, ce qui doit arriver arrivera, un adage qui résume la philosophie des habitants d'Auckland, habitués à plaisanter sur leur ville en sursis. La menace commune crée un sentiment de cohésion. Auckland a un tempérament flegmatique plutôt inhabituel pour une capitale économique, bancaire et financière. Dans un golfe au nord d'Auckland, Little Barrier est couverte d'une forêt primaire. L'île Volcan a émergé de l'océan il y a 3 millions d'années. Cette terre de 28 km² est la première et la plus importante réserve naturelle de Nouvelle-Zélande. Elle est restée telle qu'au matin de sa création. Les chauves-souris sont les seuls mammifères indigènes de Nouvelle-Zélande. Avant l'occupation humaine, il y a plus de 800 ans, elles n'avaient aucun prédateur naturel. Mais les rongeurs introduits les ont presque décimées. Sur Little Barrier, leur population se rétablit lentement. Les scientifiques du ministère de la Conservation sont les gardiens de ce milieu originel. Depuis quelques années, ils s'intéressent de plus en plus aux insectes frappés de gigantisme insulaire.
Le Wetapunga est la plus grosse sauterelle du monde. Il ne vit à l'état sauvage qu'en Nouvelle-Zélande et il est menacé d'extinction. Sa carapace le protège au mieux contre les oiseaux du cru, pas contre les prédateurs introduits. Un géant de 10 cm qui a déposé les armes. Il ne mord pas, ne chasse pas. Même son aiguillon n'a aucune fonction défensive. C'est un ovipositeur que la femelle enfonce dans le sol pour pondre ses œufs. Les invertébrés géants sont légion dans cette jungle. Certains sont parfaitement camouflés, comme ce phasme, ou insecte brindille d'une vingtaine de centimètres. Des mille-pattes mesurant jusqu'à 25 cm de long rampent sur le sol de la forêt. Ils capturent leur proie à l'aide de pinces qui injectent du venin. Autre prédateur géant, l'escargot carnivore Poeliphanta, à la langue garnie de minuscules dents et qui avale ses proies tout doucement. L'habitant le plus célèbre de ce monde tombé hors du temps est le sphénodon ponctué, le tuatara. C'est l'unique descendant de l'ordre des rhincocéphales, des reptiles présents sur Terre depuis plus de 200 millions d'années. Ce saurien omnivore a survécu à l'extinction massive des dinosaures, réduit à mourir de faim, après qu'une chute de météorites il y a 65 millions d'années a anéanti toute végétation. Le sphénodon, lui, est capable de ralentir son métabolisme et de jeûner pendant 12 mois. L'île est aussi une station d'élevage de kakapo, également appelée perroquet hibou. C'est la seule espèce de perroquet incapable de voler. Contrairement au kiwi, le kakapo vit dans les arbres. Sur l'île de Little Barrier, un couple a été récemment relâché pour qu'ils se reproduisent. Aujourd'hui, il ne reste que 160 individus dans le monde. La nuit, les mâles arpentent les vallées. Pour attirer l'attention des femelles, ils gonflent leurs plumes. En période nuptiale, ils sentent le miel et produisent des cris inhabituels. Ils dilatent leur sac thoracique pour émettre des sons graves. Leur mugissement retentit pendant des heures et s'étend à plusieurs kilomètres à la ronde,
tel un battement de cœur. Comme tous les perroquets, les kakapos sont intelligents et développent différentes personnalités. Fantasques, têtus, espiègles. Au large de la côte Est, un chapelet d'îles inhabitées essaime le long des criques et de plages jusqu'à la pointe nord de la Nouvelle-Zélande. Elles sont difficilement accessibles. Les îles Poor Knights sont d'origine volcanique. Une réserve naturelle truffée de grottes sous-marines, cachette idéale pour les nombreuses espèces marines qui vivent ici, attirées par la nourriture charriée par le courant. Les roches sont percées d'arches naturelles. Les plongeurs y guettent une espèce bien précise qui a l'habitude de se déplacer en bande. Les globicéphales noirs en particulier ont attiré les chasseurs de baleines au tout début de la colonisation de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, c'est une espèce protégée, comme les orques, qui attaquent en groupe. À leur menu, les raies pastenagues, qui chaque année viennent ici par milliers pour s'accoupler. Plus au nord, les formes et les couleurs de la baie des îles gagent d'une certaine authenticité. C'est ici que les Maoris ont rencontré pour la première fois des missionnaires européens. Le 6 février 1840 est signé le traité de Waitangi, acte de naissance de la nation de Nouvelle-Zélande. Les chefs maoris acceptent la souveraineté britannique avec en contrepartie la garantie de conserver leurs terres et d'être considérés comme les égaux des sujets de la reine Victoria. Mais les colons ne tardent pas à s'approprier leurs terres. Le tribunal de Waitangi, chargé d'examiner les demandes de réparation, ne sera fondé qu'en 1975.
À la pointe nord du pays, des plages de plusieurs kilomètres ourlent la côte tourmentée jusqu'au cap Arenga. Dans les dunes, des Kaimanoua vivent en liberté. Ces chevaux sauvages ont du sang de poney exmoor et welsh, mais aussi de pur sang arabe. Un phare veille sur la houle de la mer de Tasman, qui rencontre là le Pacifique. Les esprits des défunts sont censés retourner au pays des ancêtres, l'île mythique de Hawaïki, la terre des origines des Polynésiens, là où tout commence et tout finit. La Nouvelle-Zélande s'agrandit. Ces îles en sont la preuve. À une cinquantaine de kilomètres au large de la côte Est, une bande de terre est apparue. White Island est le plus jeune volcan sous-marin de Nouvelle-Zélande et le seul qui soit actif. Il a surgi du fond de la mer il y a 150 000 ans et ne cesse de grandir depuis. Plus de 70% du volcan sont encore immergés. Dans les trous et fissures, les eaux souterraines sont en ébullition. White Island est le livre ouvert de la jeunesse du continent. Le volcan a créé un milieu extrême. L'eau sulfureuse dévale les pentes du cratère. Des strates jaunes recouvrent la roche. L'environnement est hautement toxique. L'île mesure environ 2 km de diamètre. Le soufre pique les yeux et le nez. Pourtant, la vie foisonne dans cet enfer. Une oasis s'épanouit en bordure de ce bain de vapeur chimique. Les fous australes, les premiers à s'être installés sur l'île, nichent sur un lit d'herbe. Leurs excréments ont fini par former une couche de terre sur la roche volcanique. En 1830, les premiers Européens foulèrent cette nouvelle terre sans y trouver la moindre forme de vie animale ou végétale. Rien qu'une chaleur de brasier et une vapeur blanche, d'où le nom de l'île. Très tôt, ils ont détecté son potentiel. Les gisements de matières premières promettaient de juteux profits. Au début du XXe siècle, une petite mine a vu le jour pour extraire le soufre qui avait cristallisé.
Mais une paroi du cratère s'est effondrée et l'avalanche de débris a enseveli de nombreux ouvriers. La mine a fermé et White Island n'a plus jamais été habité par l'homme. Le volcan héberge pourtant tout un peuple. Des algues adaptées aux conditions extrêmes constituent le premier maillon vers l'émergence de la vie. Leur chlorophylle gorgé de soleil est l'éclat de la création, l'origine de la beauté sur Terre, dans toute sa force et son humilité. Les forces indomptables de la nature ont su préserver la pureté de la Nouvelle-Zélande. Ici, l'homme doit se faire tout petit. Les habitants d'aujourd'hui tentent de réparer les erreurs des premiers colons européens. Ils rendent des forêts, des régions et des zones marines à leur état d'origine. Pour que perdure la diversité des formes et des espèces créées par la grande mécanique de l'évolution. C'est un long chemin de connaissances et sans doute la principale leçon à retenir pour les Néo-Zélandais. Savoir s'intégrer à l'environnement et s'interdire certains lieux.